Et on a pensé Dafka aussi à Roni Ghanizat, qui était tellement plein de vie, plein de simcha, et on s'est dit, c'est pas ce qu'ils voudraient les soldats, ils se sont pas battus pour ça. Pour qu'après, finalement, les gens du Liban ils disent, bah, vous avez gagné, mais il y a personne. Et on s'est dit, bah voilà, on y va. Bienvenue à tous, on se retrouve sur les modes. On a le plaisir de recevoir Léa. Shalom Léa. Shalom Yohan. Tu viens de loin, Ouais, de Metula. de Metula. On est ici à Yerushalayim en centre-ville. Juste déjà le chemin, combien de temps t'as mis? Plus de 3 heures. 3 heures. Alors Léa à Lyon, ça fait plus de 20 ans que tu as fait ta Aliyah. 30 Ouais. ans bientôt, non? Ouais, ça va faire 30 ans. Ok. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en guerre en Israël, Ouais. le 7 octobre. Et toi, tu es installé depuis plusieurs années à Givat Shmuel. Pour ceux qui ne connaissent pas Givat Shmuel, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tu as au niveau de l'éducation top, tu as également les mouvements de jeunesse pour les enfants, la communauté, ceux qui connaissent les Tunisiens, il y a les Marocains, il y a Carlibar, il y a pas mal aussi de francophones. C'est un quartier en ébullition, des nouvelles constructions, ça bouge. Donc toi, entre guillemets, ta vie, elle est au top. C'est vrai. Jusqu'au 7 octobre. Ouais, ben, nous, en fait, j'ai fait mon alia en 99 et on s'est installé à Givat Shmuel parce que je faisais mes études à Bar-Ilan. Je savais Ok. que j'avais une copine qui faisait ses études à Bar-Ilan qui était à Givat Shmuel. Donc, on est arrivé à Givat Shmuel. Et depuis, on est à Givat Shmuel. Donc, effectivement, on avait notre communauté, notre synagogue. On a eu le plaisir de recevoir plusieurs vagues de Olim ces dernières années. Donc, Baruch Hashem, à Givat Shmuel, il y a aussi une population extraordinaire. Vraiment des gens desquels j'ai énormément appris. Français ou pas, forcément. Ouais. Français et pas français. Vraiment des gens extraordinaires au niveau Torah, au niveau Chesed, sur énormément de choses. Et vraiment, c'est un endroit super. J'ai rien à dire de mal. Ouais, ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Vnevrak et Bar-Ilan, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, le 7 octobre, on a ce qu'on connaît. Ouais. Le 7 octobre, la guerre éclate. Ouais. Et là, en fait, tu te poses la question comme tout le monde. Tu veux influencer, tu veux aider les soldats. Tu vois aussi beaucoup de gens de Givat Shmuel qui partent en réserve. Et l'idée commence qui Givat Shmuel, quoi. Tout va bien. Non, en fait, on avait ça fait un bout de temps qu'on voulait, qu'on voulait être dans un endroit plus sioniste, disons. On sentait que même le fait d'habiter là-bas, ce soit quelque chose qui soit plus important pour le peuple d'Israël, pour Israël. Et donc, on avait eu à plusieurs moments de notre vie des projets comme ça, de peut-être on part, on va habiter là, etc. Mais le 7 octobre, ça nous a vraiment... parce qu'à chaque fois, on avait des projets, ça se faisait pas, et puis, la vie continuait. Et le 7 octobre, ça nous a fait un grand boost. Donc, au début, comme on n'avait pas le sroud d'être à l'armée, d'être en Milouim, mon mari et moi, donc on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire, Vous avez beaucoup aidé, des collègues de dons, parce qu'on se rappelle, il manquait d'équipement. Voilà, donc on a commencé là-dedans, on a vu qu'il manquait ça. Vraiment, le lendemain, je pense, le lendemain ou le surlendemain, déjà, on était allé livrer les soldats dans des bases du Sud, etc. Mais voilà, on sentait vraiment un besoin et une envie de faire quelque chose qui soit, qui soit pour le clan. Est-ce que ce brûlant, justement, tu te dis sortir un petit peu peut-être de mon confort ou de moi et ma famille, quelque chose qui est plus pour l'âme Israël, pour le clan. Ouais. Est-ce que tu as ressenti cette même voix chez d'autres copines, chez d'autres femmes qui n'ont pas forcément décidé de déménager, de refaire entre guillemets leur alia cette fois à Bétoula, on va en parler. Mais est-ce que c'est une voix que tu as ressentie à Givat Shmuel ou dans les gens que tu fréquentes? J'ai senti en fait que tout Am Israël était comme ça. C'est-à-dire que juste après le 7 octobre, tu voyais, bien sûr, on a vu ceux qui partaient en Milouïm, mais on sentait que tout le monde, quelque chose que, je sais pas, une vague de chesed et de vouloir faire, etc., que je pensais pas ressentir. Et tout le monde le faisait. Et par la suite, alors d'abord, il y a eu malheureusement même tous les spédimes dans les enterrements de mères, de femmes,
qui m'ont beaucoup secouée aussi, quoi, de voir Ouais. et ces femmes qui parlaient avec un endroit tellement grand, On peut en citer deux, que tu dois connaître. Lali Idriss, que tu as entendu, et également la mère de Hersch, ouais, également, qui a eu des mots très, d'accord. très forts. Ouais. Et puis parfois aussi des gens simples. Il y a eu des spédimes de gens qui venaient pas forcément de monde où ils étaient enseignants ou des choses comme ça, mais avec quelque chose de simple, mais de tellement c'était ce qu'il fallait faire, on l'a fait, on continue. Il y avait quelque chose de vraiment où on sentait qu'on touchait à l'essence quoi du Ham Israël. C'est fort ce que tu nous as dit, c'est que c'est vraiment, comme tu disais, c'est des gens, c'est pas des gens qui sont enseignants, c'est pas des chefs d'université, c'est pas forcément des rabbins ou les gens qui sont, on va dire, entre guillemets, très cultivés. Ouais. Vox Populi, les gens du peuple, et on a entendu cette voix-là. Exactement, et ça m'a touchée aussi. Le fait de voir que c'était parce que c'est quelque chose qui est, voilà, qui est quand tu touches à l'essence et les gens, ils sont pas, voilà, ils gardent leur cap. Et moi, même si c'est vrai que ça fait bientôt 30 ans que je suis en Israël, j'ai été pendant cette guerre émerveillée par le peuple. Que ce soit, il y avait par exemple une phrase qui m'énervait toujours quand on me disait Akol Besséder, quand il y avait un truc où je disais il y a ça qui va pas, et les gens ils te disent Akol Besséder. Et Ouais. en fait, quand il y a eu un moment, il y avait quelqu'un, quand ils sont allés sauver les otages, et on voit un des soldats qui dit à l'otage, dès qu'il rentre, comme ça, l'otage, et il lui dit Akol Besséder. Ouais. Alors je me suis dit, bon, s'il arrive à dire Akol Besséder quand tout le monde est en danger de mort et qu'il est dans une situation comme ça, je comprends maintenant d'où ça vient, le Akol Besséder. Bien fait. Mais voilà, donc c'est Espedim, etc. Et puis après, il y avait eu aussi des décès de soldats, de gens plus proches, comme par exemple Roni Ganizaz, qui habite à Givat Shmuel. Et donc, quand on voit un peu plus de près le sacrifice que c'est, en fait, par rapport à ses enfants, à sa femme, à ses frères et sœurs. Voilà, donc en fait, ce besoin, il allait en s'intensifiant, mais je pense que tout Ham Israël l'a ressenti et chacun l'a dirigé vers autre chose, quoi. Et nous, en fait, ben voilà, ça nous est venu de le diriger vers Metula. C'est ce que ça. Il y a une phrase qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias, mais moi j'ai connu il y a longtemps. Tu vois, je te rappelle cette phrase. Am bonnet tsava bonnet am. Et je l'ai ressenti très fort, c'est-à-dire que finalement, l'armée, c'est bien sûr ceux qui sont en sadir, ça on les oublie, ceux qui ont 18, Ouais. 19, 20 ans, Ouais, c'est vrai. mais ils sont là-bas, Ouais, ont ouais. vécu 2 ans dans Gaza. Ouais, ouais. Et il y a aussi tous ceux qui sont après, et c'est aussi eux qui sont appelés, et c'est vraiment le Ham, c'est-à-dire le peuple qui construit l'armée, et l'armée qui construit le peuple. Il y a un... C'est vrai. C'est vrai. Et là, vu que c'est très intensif et que c'est tout le peuple qui y est, quoi. Enfin, tous les gens que tu regardes autour de toi. Voilà, j'avais une amie, elle avait son mari et ses 2 fils et sa fille à l'armée, tout le monde en même temps. C'est très intensif. Donc toi, tu ressens cette voix qui t'appelle à faire quelque chose d'un peu différent, de peut-être plus, comme tu l'as dit, plus pour le Ham, plus pour le clan Israël. Et là, il y a une idée tout d'un coup. J'avais de tout lu là. en fait un article de la rabbinite Shapira qui avait dit qu'il y avait peu de gens qui retournaient à Metula et qu'il fallait qu'il y ait des familles. Dans les journaux, on voyait un groupe de familles qui arrivait à Sderot, un groupe de familles qui arrivait à Kiryat Shmona, etc. Et quand ma fille elle finit son Shirut Leumi, je parle avec des parents et qui habitaient à Kiryat Shmona. Et en parlant avec elle, je me rends compte que les gens du Nord, qui ont été déplacés aussi pendant la guerre, et on le savait, etc., on a parlé beaucoup des gens du Sud, mais les gens du Nord qui ont été déplacés aussi, mais bon, ils n'avaient pas vécu, bien sûr, ce qu'avaient vécu les gens du Sud, mais ils ont vécu aussi 2 années très difficiles. Ouais, je m'en rappelle, il y a une grande majorité qui sont partis aussi sans rien, Ouais, puisqu'ils ont été évacués le lendemain. ouais. Et puis même pour revenir chercher chez eux des habits, des trucs, fallait une permission spéciale, et avec quelques heures, ils pouvaient venir, après ils devaient repartir, des choses. Ouais, c'était très dur. Et puis à Metula, par exemple, où il y a eu beaucoup de bombardements, les gens suivaient ça de loin. C'est-à-dire que d'abord, ils avaient la frustration que pendant 1 an, ils étaient déplacés, mais il n'y a rien qui se passait dans le Nord. Donc, ils se disaient, ben, finalement, pourquoi on est déplacé? Après, il y a eu, bien sûr, bon, les bibérim, etc. Donc, il y a eu, ils ont vu. Mais pendant toute cette période, ils étaient loin.
Et il y avait des gens de l'armée, parfois, qui leur envoyaient un film avec un bombardement. Ils disaient: «Ah, c'est la maison de celui-là, c'est la maison de celui-là». Ils voyaient ça de loin. Nous, la maison qu'on loue, elle a été voilà, quittée précipitamment. Il y a eu dans beaucoup de maisons des rats, des souris, et cetera, parce que les maisons ont été laissées de leur Abandonné, je veux dire, nourriture, ouais. abandonnées. C'était, voilà, c'est Ouais. et donc bon, voilà, donc a commencé à germer l'idée d'aller à Metula. On a pris contact avec une famille extraordinaire qui, eux, habitent là-bas depuis très longtemps, qui ont voulu encourager des familles à venir, qui en avaient un petit peu parlé à droite, à gauche. Et à partir de là, voilà, ça s'est mis en place. En fait, on est venu pour voir si vraiment c'était comme ils disaient dans les journaux, c'était qu'est-ce qui se passait, etc. On est venu et effectivement, en fait, c'était très très vide. La vie, elle était. Enfin, quand on est venu, c'était pas tout détruit comme parfois ils donnaient, parce qu'entre-temps, les gens avaient reconstruit, etc. Mais la ville, c'était un peu ville fantôme. C'est-à-dire que par exemple, on nous donne rendez-vous pour aller voir une maison pour visiter. Toute la rue, elle est éteinte. C'est-à-dire, il n'y a pas. Et la maison qu'on visite, elle est allumée. Donc, ça faisait vraiment un effet, voilà, un effet de tristesse, même de Khilou Lachem comme ça. On gagne la guerre, mais les gens, ils reviennent pas habiter. Donc, c'est. Et on a pensé Dafka aussi à Roni Ganizad, qui était tellement plein de vie, plein de simcha, et on s'est dit, c'est pas ce qu'ils voudraient, les soldats. Ils se sont pas battus pour ça. Pour qu'après, finalement, les gens du Liban, ils disent, bah, vous avez gagné, mais il y a personne. Donc, voilà, ça nous a touchés à un point. Et on s'est dit, bah voilà, on y va. Sur ça, on dit que les tzadikim, même après leur mort, ils continuent à influencer. Ah, vraiment. Et je pense que Ronnie, voilà quoi, tu l'as connu, moi aussi je l'ai connu. Et ça veut dire, en fait, il t'a donné comme une motivation qu'il fallait faire quelque chose pour les autres. Ouais. Et je sais pas si c'est un hasard ou tu as dû penser à ça, mais en fait, Ronnie, il est tombé pas très loin, puisque c'était aussi au Liban qu'il a été tué. Raconte-nous un petit peu, mais tout là, ceux qui connaissent pas, ceux qui voient que des infos, tu vois vraiment les mecs du Hezbollah en face de toi, t'as combien de mètres de... Combien il y a de familles? Donne-nous un petit peu des détails. Alors, nous, on était venus à Metula en août 2023, avant la guerre. Ah, donc tu connaissais déjà, j'imagine, visite tranquille pour visiter. Comme ça, pour les vacances. Quoi, c'est ça. Pour les vacances, Merkez Canada, il y a un centre super sympa avec des trampolines, des machins, etc. On était allés là-bas. Et après, on avait fait un tour et effectivement, on voyait de Metula le Hezbollah. Ça veut dire vraiment, on voyait des terroristes avec le drapeau du Hezbollah à une distance vraiment pas loin. Et j'avais demandé à un monsieur de Metula, mais vous avez pas peur? Et il me dit, non, on n'a pas peur, on est né à Metula, on mourra à Metula, on n'a pas peur, on sait qu'ils peuvent nous faire du mal, mais on sait que c'est nous qui gagnerons, on restera là, on bougera pas. Des phrases comme ça très fortes de... Les gens de Metula, il y a beaucoup de gens qui sont... Metula, ça a été créé par le baron de Rothschild en 1896. La Metula fête ses 130 ans. Waouh. Et donc, il y a des gens un peu âgés comme ça qui sont déjà 4e, 5e, 6e génération nés à Metula. Donc, il y a comme ça une gavatirida très forte et des gens qui sont liés à la terre de manière très très forte. C'est Chorchi, c'est très... Ils sont enracinés, voilà, c'est le cas de le dire. Exactement, c'est vraiment ça. Je fais une parenthèse en tant que guide. Ouais. Les gens, ils n'imaginent pas que 1896, ça veut dire qu'on est bien avant la création de l'État d'Israël. Ouais. Et ça veut dire que déjà aujourd'hui, moi qui habite jamais, je peux le dire, mais tout là, on dirait que c'est Routes Lares, on a l'impression que c'est le bout du monde. Mais imaginez en 1896, il n'y a rien de rien, quoi. Alors, j'ai parlé récemment avec une femme dont le mari, c'était la 5e génération et eux-mêmes, ils sont âgés. Et elle m'a raconté que en fait, à l'époque, pour venir à la ville la plus proche, qui était, je crois, Tibériade, ils mettaient, je crois, une demi-journée ou une journée, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de... Mais ils ont le srout d'avoir tenu la frontière. En fait, la frontière, elle a toujours été là-bas grâce à eux. Aujourd'hui, tu vois chez toi le drapeau du Hezbollah, comment ça se passe? Alors non, déjà en fait, depuis la guerre, depuis la guerre qu'il y a eu au Liban, il y a à peu près, je sais pas, 1 an, quelque chose comme ça. Ils ont déjà repoussé. C'est-à-dire que là, tous les villages qui donnaient sur Metula,
ils s'étaient battus et les gens étaient partis. Et là, ces derniers temps, ils ont rasé toutes les maisons. Donc, On a notre voilà. copain, là, le Dayan Zerbib, Ouais. qui est parti au Liban aussi, qui fait même ce qu'il a fait à Gaza, qui fait pareil dans le Nord. Ouais, donc là, ils ont vraiment, même depuis la Sakatèche, on entendait encore des bruits d'hélicoptères, et on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et la Sakatèche. Et en fait, c'était pour, voilà. Gros titre, pourquoi? Parce que cessez-le-feu. Regardez le faux cessez-le-feu, tu vas nous en parler. On dit qu'il y a cessez-le-feu, je crois que c'est quoi? Ça fait 2 mois qu'ils disent à peu près, plus ou moins, que le cessez-le-feu est rentré en vigueur. Maintenant, c'est du mytho. C'est quoi vraiment? C'est quoi la réalité maintenant? Juste on reprend. Ouais. Mettoula, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. C'est quoi? C'est 800 familles? C'est plus ou moins, en gros. Il y a environ 2000 personnes. 2000 personnes. C'est très petit. C'est Plus très ou moins. petit, que des maisons. Ok. Donc chacun a sa maison, son jardin. J'imagine bien l'action des chétars Khaklaï, quoi. Ouais, certains. exactement. Il y a beaucoup d'agriculture tout autour de Mettoula. C'est magnifique. C'est simple, c'est très très beau, vraiment. D'abord, toute la région est belle, mais alors Mettoula, c'est magnifique. Et puis comme c'est en hauteur aussi, donc tu as une vue. C'est en hauteur, il y a un peu de vent, il y a de la vue. Effectivement, on a la vue sur le Liban, c'est-à-dire on voit vraiment la frontière, mais c'est très très beau, vraiment. Et puis voilà, là c'est la période au printemps, il y a les fleurs, il y a les oiseaux, il y a tout ça, c'est très... Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lille Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. C'est parti, on reprend. Donne-nous un peu la situation. Il y a quelques jours, on a appris que Léon, je ne sais pas son nom de famille, qui a 83 ans et sa maison a été endommagée. Ouais. Et en fait, Léon, moi j'ai vu Lyon, donc je me suis dit, les Israéliens, ils ne savent pas vraiment comment ça s'écrit. Je t'ai envoyé un WhatsApp et comme ça, c'est pour ça que tu es venu aujourd'hui. Donne-nous un petit peu la situation et ton ressenti de... Maintenant, ça fait plus d'1 an que tu es là-bas? Non, on a déménagé en septembre. Donc ça fait... Ouais. Et ben, au début, on pensait que la guerre était finie, on pensait qu'on était après et on pensait qu'on était en mode, voilà, là on reconstruit, on recommence à consommer, on voyait les magasins qui recommençaient à ouvrir à Kiryat Shmona, la ville, en fait, à côté de Mettoula, c'est Kiryat Shmona, qui a été aussi beaucoup touchée. Donc, les magasins recommencent à ouvrir, etc., etc. Et on sent que la ville, elle a été beaucoup, beaucoup touchée par cette période où il n'y avait personne. Pas uniquement au niveau des dégâts mobilier, mais tu penses, todati, au niveau de la conscience, quoi. Au niveau de la conscience, au niveau des magasins, il faut tout reprendre. C'est-à-dire que les gens reviennent. Ceux qui reviennent, en fait, pas tout le monde revient, mais ceux qui reviennent, il n'y a pas tout le monde qui est revenu. Donc, c'est très au ralenti. Tout est au ralenti. Les magasins, ils reprennent doucement, doucement. L'école, elle reprend. J'ai eu le srout de voir le 1er septembre les gens qui reprenaient après 2 ans où ils ne s'étaient pas vus. Donc, ils sont contents, mais il faut... Les gens, pendant 2 ans, les enfants, ils étaient à droite, à gauche. C'est très dur. C'est tout un système, tout un circuit qui a été arrêté. En fait, c'est tout qui doit reprendre. Et il n'y a pas tout le monde qui est revenu. Donc, c'est différent de ce qu'ils avaient connu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, on revient, mais c'est pas comme avant. Donc, c'est pas comme avant. Donc, il faut recréer quelque chose. Et voilà, et c'est dur, quoi. Donc, en fait, tu as un fils qui est scolarisé à Kiryat Shmona. Alors, l'école de Mettoula n'a pas réouvert. Wow. L'école de Mettoula n'a pas pu réouvrir parce qu'il n'y a pas eu assez de familles qui sont revenues. Combien de familles vous êtes revenus? Vous êtes, entre guillemets, pas revenus, mais venus pour renforcer? 30 familles. Ça fait près de 100 personnes. Donc. Alors, en fait, l'école de Mettoula, c'est une école Chiloni. Mettoula, c'est une moshava qui n'est pas religieuse. Donc, l'école, elle était Chiloni. Avant la guerre, il n'y avait déjà pas beaucoup d'enfants. On m'a dit qu'il y avait à peu près 15 enfants par classe. Et donc, comme pas tout le monde est revenu, ils n'ont pas pu réouvrir. Donc, l'école, elle est fermée cette année. Ils espèrent rouvrir l'année prochaine, mais c'est pas évident. Et donc, les familles religieuses qui sont arrivées, les enfants, ils sont à Kiryat Shmona. Où là-bas, il y a un collège, lycée religieux. Et il est à l'école primaire, en fait, mon fils. Okay. Il y a aussi des yeshivos, mais lui, il est à l'école primaire. Donc, à l'école primaire, c'est la seule école où il y a plus d'enfants aujourd'hui qu'avant la guerre.
Ouais. Donc en fait, c'est pas comme si, tu vois, chaque famille, quand je dis on a voulu venir pour renforcer, en même temps, tu te dis, bon, chaque famille, qu'est-ce qu'on va faire? C'est rien, quoi. On est juste une famille, j'ai qu'un enfant à l'école primaire, etc. Mais en fait, comme il y a eu 30 familles qui sont venues, bah Ça redonne un voilà, peu. ça crée un peu de... Ouais. C'est comme au Minyan, tu sais, t'es le 10e, tu te dis ça sert à quoi? Mais finalement, chacun amène sa partie au puzzle, quoi. Ça Ah, pas... vraiment, alors le minyan, c'est un sujet à Mettoula. Ah oui, c'est un sujet. Est-ce que le laïc il va vouloir venir pour le Kaddish Alors, il y a des gens qui viennent pour compléter, mais en Shabbat, fait, il n'y avait surtout pas... parce que en semaine, bon, peut-être que les gens ils peuvent bouger, mais c'est peut-être le Shabbat aussi. Non, alors, Shabbat, Baruch Hashem, même avant la guerre, il y avait minyan le Shabbat. Ok. Il y avait effectivement des gens moins religieux qui venaient. Et maintenant, on essaye de faire le minyan tous les jours. Donc, c'est tous les soirs, bien. le sondage, qui est-ce qui vient demain, etc. etc. Donc, venant de Givat Shmuel, c'est un des points. Voilà, ah oui. Givat Shmuel, il y avait Baruch Hashem quoi faire, et puis il y en a Tu deux pouvais qui sont choisir. partis en voyage, donc il y a moins de 2 dans le Minyan cette semaine, etc. Exactement, ouais. Donne-nous un petit peu ton sentiment. Ouais. Donc, ça fait 8 mois, j'ai vu qu'il y a eu des hauts, des bas. Ouais. Aujourd'hui, on est fin mai, début juin. La situation géopolitique, c'est qu'il y a à peu près, c'est tous les jours, tous les 2 jours. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, des alertes. Bah, quand la guerre elle a commencé, au tout début, c'était que l'Iran. Donc, nous, on savait que l'Iran, ils n'allaient pas renvoyer chez nous. Mais il n'y a pas assez de gens là-bas pour. Voilà, et puis après, il y a eu le Hezbollah qui est rentré en guerre. Il y avait, on a eu moins d'alertes qu'au centre. On en a eu plus qu'à Jérusalem, mais moins qu'au centre. Le changement, c'est que, en fait, au début de la guerre, on avait 0 seconde pour arriver à l'abri, et maintenant, c'est 15 secondes. Ouais. Donc, en fait, en gros, si tu es très proche d'un mamad, ben, tu rentres, et si tu n'es pas très proche, ben, voilà, je sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui te protège. Ouais. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Donc, voilà, c'était une période où... Alors, il y a des gens qui sont repartis de Mettoula, parce que, voilà, ils avaient du mal. Donc, pour la population qui est revenue, je pense que c'était encore plus dur, parce qu'ils étaient partis en se disant, allez, on part... Pendant 1 an, on n'est pas là, 2 ans, on n'est pas là, mais on va revenir, ça va être mieux. Et en fait, la guerre, elle a repris, ça a été très dur. Nous, ben, voilà, on vivait avec, quoi, on vit avec. Il y avait, bon, ça, on était comme tout le monde, il n'y avait pas école, etc. Ouais. Mais ça, c'était tout en Israël qui était comme ça. Et après, ils ont dit, il y a Afsakatesh. Donc, la Afsakatesh, effectivement, c'était pas vraiment le cas. Il y a quand même, c'était beaucoup plus calme que c'était la guerre, beaucoup, beaucoup plus calme. Mais de temps en temps, on entend une azaka. Nous deux, chez nous, en plus, il y a Kippat Barzel juste à côté. Donc, en fait, même s'il y a une azaka, autre part, on l'entend. Toi, t'entends les... Comme ça. Tu reconnais le bruit? Est-ce que c'est Kippat Barzel qui lance ou est-ce que c'est... On est devenu très spécialisé, hein, parce qu'on reconnaît quand c'est les... On entend très, très fort les totranim. Là, pendant toute la guerre, on a entendu les totranim. Donc, on sait, tant que c'est l'armée. Donc, donc, Kippat Barzel. Ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, il y a des mamadim à l'école, mais que comme dans certaines classes, ils n'ont pas assez de temps pour aller au mamad, ils restent dans la classe quand il y a une azaka. Donc, en fait, ils ont mis les kita Aleph et Bet à côté du mamad. Donc, voilà, ils restent dans la classe, ils se collent au mur. Je te pose une question très franche. Il y a un grand contraste. Ça veut dire entre toi, il y a 30 ans, qui a grandi 16e, Boulogne, où on a tout ce qu'on veut. Et là, en fait, t'es pas au front, mais presque. Ça veut dire, tu me dis que tu entends les totranim de façon journalière, quotidienne, que tu entends Kippat Barzel. C'est quoi la force qui te permet de faire ce switch? Bon, il y a eu des années qui sont passées, mais c'est une preuve que toi, ton mari et ta famille, vous avez une mission, vous avez une envie de changement, d'avancer. Oui. Alors, je vais te dire, moi d'abord, je suis une petite fille de déportés. C'est-à-dire que tous mes grands-parents, ils étaient en France pendant la guerre. Donc je sais que, j'ai grandi avec le fait que en France, on est en sécurité aujourd'hui, mais peut-être que demain, on ne le sera plus. J'ai grandi avec ça. T'avais une voix de parents, de grands-parents qui te disaient... Finalement, c'est les Français qui ont collaboré. Ma mère, elle supporte pas prendre les autobus parce que les autobus, ils ont déporté la les RATP, juifs, etc. Donc, pas la RATP, la SNCF. La SNCF, etc. Donc, oui, j'ai grandi avec ça, le fait que
Aujourd'hui, on est après-guerre et donc on est en sécurité parce que, ben, les gens, ils ont honte, enfin, ils ont honte d'être dans l'antisémitisme, mais que, voilà, les Français, au fond du fond, c'est pas voilà. Ils pas tous, bien sûr, il y a eu ceux qui ont sauvé et cetera, mais il y a eu, beaucoup de collaboration et donc c'est pas notre pays et donc on n'est pas en sécurité ici vraiment de manière, profonde. Ouais. Et bah, après qu'il y ait eu le premier tir du Hezbollah Mhm. et qu'on est retourné dormir, j'ai entendu les avions de chasse. Ouais. Et je me suis dit, Baruch Hashem, on n'est plus, notre seule option, c'est pas que de se cacher. On se défend, on a des avions de chasse, on a des soldats, et je ressens vraiment à Metula, comme on entend vraiment tout ce qui se passe, je me rends compte de tout ce qui est mis en place pour notre sécurité. Et c'est pas des soldats français, ni des soldats allemands, ni des soldats Ou même des États-Unis. ou même des États-Unis, c'est nos soldats. Je sais que c'est pas, voilà, quand je pense aux écoles, même en France, où c'est parfois les soldats français, etc., bah, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins confiance dans ces soldats-là que dans nos soldats qui sont. Et il faut voir les soldats parce qu'on est en contact avec les soldats à Metula, il y a un hamal, on cuisine, on reprend la cuisine, la fameuse, mais Ouais. on les reçoit, etc. Et on voit qu'ils sont voilà, ils sont là pour nous protéger et on voit que ça leur tient à cœur, quoi. Ok, peut-être une dernière question, parce que toi, encore une chose, un message, quelque chose que tu veux dire par rapport à Metula. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Dans le Nord, par exemple, on s'est rendu compte que dans les Galiles, il y a 85% d'Arabes et 15% seulement de Juifs. Et c'est quelque chose maintenant qu'on voit, on ne s'en rend pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte quand j'habitais à Givat Shmuel que c'était à ce point et que c'est important d'aller habiter dans ces endroits-là. Il n'y a pas besoin. Nous, en fait, on cherchait une chiroute, entre guillemets, où il n'y avait pas besoin d'être rave ou d'être. Parce qu'on n'est pas, on Ouais. n'est pas rave, on n'est pas machin. Et il y a des endroits où il faut juste venir et habiter, consommer, habiter, etc. Ta présence même, c'est déjà un acte de résistance. Exactement. Exactement. Et il y a vraiment plein d'endroits comme ça dans le Galilee. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu très important pour la Méchiloute, parce que c'est des cercles vicieux. C'est-à-dire que plus il y a de juifs et plus ça renforce et plus il y a de choses qui sont faites, etc. Et donc, et un autre point aussi que je veux dire, c'est que les choses, elles ne sont pas comme on se les projette. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on avait projeté, ça sera dur pour cet enfant, ça sera facile pour lui, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parfois, on se projette, on se dit ça sera dur, etc. Et en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir comment ça sera. Ça veut dire qu'en fait, moi, cette phrase que tu dis, premièrement, ça veut dire une ashgacha d'Hachem, ça veut dire on ne Ouais. peut pas savoir comment ça va se passer. Nahon. Et aussi, on ne sait pas tellement comment nous, on va réagir personnellement ou comment tel ou tel enfant va réagir. Exactement. Nous, on s'était dit, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était de nous dire, on part pour un an. Okay. On a dit, voilà, on s'est dit, on a dit aux enfants, et on a dit, on part pour un an, comme une shlichout où les gens, ils partent à Mais même l'étranger. ça, c'est un challenge de dire. Ça veut dire, j'imagine que tu peux faire marche arrière et retourner à Givat Shmuel, etc., sans trop de galère. Ouais. Mais même cette idée de dire, je pars pour un an, c'est quand même une idée révolutionnaire. Ça veut dire, t'as pas 18 ans, t'as une famille, t'as un boulot. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus facile. Parce que tu te dis, si finalement, ils sont malheureux, aussi à ci, à ça, je repars. Et puis finalement, il y a des gens qui le font, qui partent pour 2 ans à l'étranger, ou voilà, ils savent que ça ne sera pas forcément facile, mais le fait que c'est limité dans le temps, c'est plus facile. Ok. Et donc là, c'est bientôt la fin de l'année, tu as une idée ce qui se passe après ou... Pour l'instant, on reste. Okay. Déjà pour l'année prochaine, et je pense qu'on va rester à Metula. Est-ce que tu aurais déménagé si on était au milieu de la guerre avec le Hezbollah? Je pense que vous aurez fait la même décision. Ouais, je sais pas, je m'attendais pas. Je pensais qu'on aurait au moins 2-3 ans de chéquette. Donc j'ai été étonnée par cette guerre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais bon, maintenant qu'on y est, on reste. Ouais. On est resté pendant cette guerre-là. Et Dieu merci, ça va. On s'habitue au bruit de Totranium. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir. C'est un exemple de shlichut, comme tu as dit. Que chacun en soit shlichim où on peut. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le sionisme, que ce soit faire la cuisine. Aider chacun comme il veut. Moi, c'est ça que je prends en fait. Chacun comme il veut, d'essayer de renforcer l'âme Israël. Et on a, Baruch Hashem, il y a des centaines de façons de le faire. Mais il faut avoir cette voix à l'intérieur et surtout l'exprimer après dans des actes et dans des faits. Mais c'est Baruch Hashem, on a un peuple extraordinaire qui le fait et qui continue à le faire.
Et si Dieu veut, on va vers de beaux jours et vers la Géoula, si Dieu veut. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lille Mode et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.